Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Chers amis, nous allons maintenant voir quelques-unes des bonnes habitudes qui vous conduiront au succès pour débuter vos cercles vertueux. Votre responsabilité est d'adopter ces bonnes habitudes et de les répéter le plus souvent possible, idéalement chaque jour. À mesure que vous épouserez ce nouveau mode de vie, vous prendrez conscience que vos anciennes habitudes limitaient horriblement votre succès et vous faisaient souffrir. Souvent, il vaut mieux souffrir maintenant pour rire demain que de rire maintenant pour souffrir demain. Souvent, il faut sortir du contexte pour constater à quel point il est inconfortable de souffrir plus tard. Mais le choix d'adopter les habitudes constructives que je vous propose doit provenir de la conviction profonde que vous voulez vivre la vie dont vous rêvez. Autrement dit, il faut y mettre du sens, de la passion, de la vision. Si vous les appliquez machinalement, comme lorsque vous faites une recette de cuisine, vous vous découragerez avant que ces initiatives ne deviennent de bonnes habitudes dont vous ne pourrez plus vous passer et vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Chers amis, quelques bonnes habitudes qui conduisent au succès. D'abord, simplifiez les choses dans votre vie. L'être humain est passé maître dans l'art de complexifier des choses qui sont beaucoup plus simples. Pour augmenter le contrôle que vous avez sur votre vie et sur vos activités, vous n'avez qu'à rendre les choses plus simples. Concentrez-vous sur ce qui compte, les amis. Pour simplifier la vie, vous n'avez qu'à éliminer les activités qui produisent le moins de résultats, qui prennent le plus de temps inutilement et qui ne contribuent pas à atteindre vos objectifs. La simplification vous aide à comprendre ce qui se passe et à concentrer votre énergie au bon endroit. Elle produit de meilleurs résultats et augmente la qualité de votre vie. Nous faisons toujours des erreurs et souvent sans même nous en apercevoir. C'est là que le bas blesse, car nous répétons ces erreurs et nous obtenons moins de résultats. Identifiez vos erreurs et cessez de les répéter. Pour être plus efficient, nous devons prendre conscience de nos erreurs et arrêter de les répéter. Pour y parvenir, vous pouvez analyser vos actions, les passer au crible. Chers amis, lorsque vous répondez à ces questions, les étapes qui suivent consistent à identifier ce que vous devez arrêter de faire et comment vous libérer de ces activités et de ces responsabilités au plus vite. Vous vous assurerez ensuite de ne pas vous piéger à nouveau. Pour vous réaliser, vous devez croire suffisamment en vous-même et en vos objectifs pour être capable de dire non. Apprenez à dire non. C'est ça aussi affirmer son indépendance. On veut tout faire plaisir à tout le monde, parfois au détriment de nos intérêts personnels. Sachez une chose, ce qui est important pour l'autre ne l'est pas forcément pour nous. Lorsque vous savez combien vous désirez améliorer votre vie, il devient plus facile de vous respecter et de décliner poliment certaines requêtes inappropriées. Vous avez le droit de dire non. Vous avez du travail demain, une pile de dossiers qui vous attend au bureau, vous avez une réunion demain qui va durer peut-être 7 heures, 8 heures, et parce que vous êtes dehors avec des amis, ils proposent une séparante, une bière, un whisky, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas leur déplaire, vous acceptez. Conscient que dès le matin à 6 heures, vous serez debout et que vous serez au bureau à 8 heures, la réunion commence à 9 heures et elle finira à 17 heures. Vous savez bien que, ayant passé la nuit dehors ou n'ayant pas dormi suffisamment, vous allez somnoler au cours de la réunion. Voilà, vous allez somnoler au cours de la réunion. Vous ne serez pas concentré. Dites-moi, entre une bouteille de whisky qu'on peut prendre à plus tard et une réunion qui est stratégique pour l'entreprise, qu'est-ce qui est important pour vous? Cette bière-là, si je dis non, il va me faire quoi? Est-ce que mon avenir dépend de la bière? Non. C'est mon travail qui achète la bière. Cette bière, je peux me l'offrir quand je veux et le lui offrir quand je veux. Et je lui dirais, écoute Fabien, merci bien pour cette bière, mais j'ai beaucoup à faire demain. Je me sens même pas bien, je dois pouvoir rentrer me reposer assez pour être en forme demain. Cette bière que tu m'offres, je ne la prendrai pas, mais rassure-toi, vendredi soir, si tu as du temps, je te l'offre à mon tour et c'est moi qui paye l'addition. Vous avez le droit de dire non. Par exemple, si vous expliquez pourquoi vous ne pouvez pas accepter que vous présentez les choses d'une manière à ce que les autres comprennent votre contexte ou vos priorités et que ce refus ne cache en rien un manque d'appréciation, ils devraient comprendre. Les gens devraient comprendre. Tu sais bien que tu vas prendre la voiture pour aller à Bonabéry. Tu es à Bonamoussadi, au fait, si tu viens de boire avec tes amis. Tu habites Bonabéry ou tu habites un village comme mon ami François Fotso. Ou alors tu habites Niala ou je ne sais quel autre quartier, ou alors tu habites PK20. Tu es à Bonamoussadi. Tu es à 10 km, à 15 km de ta maison. Il est déjà 22 heures. Tu veux déjà rentrer chez toi parce que tu sens déjà la fatigue.
Mais tu as des amis qui disent, mais non, tu pars au Didonga, prenons encore une là. Une autre bouteille de whisky, une autre bouteille de champagne, une autre bouteille de bière. On ne pense, ceux qui te l'offrent habitent à 2 pas de leur maison. Mais toi, tu dois parcourir une longue distance pour rentrer chez toi. Personne ne pense à ta sécurité. Personne ne pense à ta vie. Personne ne pense à l'avenir de tes enfants, de ta femme. Personne ne pense à tout cela. On veut se faire plaisir. On va te contraindre à boire. Tu es seul contre tout le monde. Te voilà qui accepte pour ne pas déplaire à tes amis. On met encore 1, 2, 3. Mais quand tu fonceras dans le vouri, tu seras le seul à aller. Quand tu tomberas, tu entreras sous le camion, tu seras le seul à partir. Tu dois leur dire, je ne peux pas, je dois conduire et rentrer chez moi. Vraiment, il s'agit de toi. Il s'agit de toi et rien que de toi. Et personne n'est plus important que toi dans ce cas-là. Ce n'est pas une bouteille de bière qui va t'amener à mettre ta vie en danger ou une bouteille de whisky. Il faut apprendre à dire non. Tu dis non parce que tu as affaire demain et ce que tu vas faire demain va faire avancer ton entreprise. Tu sais bien que tu es un responsable et que si tu n'es pas performant, au cours de ton travail, d'une journée, tu mettras en mal, tu vas ralentir l'activité de l'entreprise. Il faut être responsable. Si je ne suis pas là demain au bureau, je vais bloquer beaucoup de dossiers. Je dis non. Et si les autres ne comprennent pas ta situation, cher ami, vous pouvez donc vous demander s'ils vous respectent véritablement. Ceux qui ne vous respectent pas. Le but est de vous respecter, chers amis. Si vous dites oui seulement pour faire plaisir aux autres, pour ne pas les décevoir, il est possible que vous ne vous respectiez pas non plus. Et si vous ne vous respectez pas, ce n'est pas l'autre qui va vous respecter. Une autre excellente ressource pour obtenir plus de bons résultats dans la vie réside dans les expériences, dans les idées et dans les connaissances des autres qui sont disponibles un peu partout, comme sur Internet, dans les livres, les conférences, à travers ces émissions, vos réalisations personnelles, les biographies des personnalités. Mais attention, il ne s'agit pas de plagier en s'appropriant le travail des autres, mais non, une bonne idée est parfois tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des résultats fantastiques. Les personnes qui réussissent développent une insatiable curiosité et prennent l'habitude d'élargir sans cesse l'horizon de leurs connaissances. Si vous vous abreuvez des idées des autres, que vous lisez chaque jour et que vous discutez des domaines liés à vos activités, vous construirez la base à partir de laquelle vous aurez vos propres intuitions qui vous conduiront au succès. Cette habitude m'a permis d'accumuler une quantité appréciable d'idées et d'informations sur tous les sujets qui m'aident à réaliser mes objectifs. Troisièmement, apprenez des succès et des échecs des autres. Les personnes qui ont réussi à obtenir ce qu'elles veulent dans la vie ont souvent consacré de grands efforts et ont vécu de grands échecs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter au prix fort de la vie la sagesse nécessaire à votre vie, à votre réussite. Vous pouvez aussi l'emprunter des autres. En tenant compte des leçons que les autres ont durement apprises, vous éviterez bien de déceptions. La lecture des biographies des personnes connues est une bonne manière de vous inspirer des meilleurs. Inspirez-vous ensuite de leurs initiatives et évitez de répéter leurs erreurs. Chaque matin, vous écoutez Radio Balafon et vous avez totalement raison. Bienvenue dans cette tranche où nous parlons vrai, vous le savez. Et aujourd'hui, nous parlons d'un comportement qui empoisonne les relations au Cameroun. Des gens qui t'aident une fois et qui te le rappellent pendant 25 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas. Un service rendu qui devient une chaîne autour de ton cou. Une aide qui se transforme en une dette éternelle. Au Cameroun, on ne donne pas, on investit. Et l'investisseur veut ses dividendes à vie. Et pour en parler, juste avec elle, la plus ravissante de la Cité des Palmiers, toujours souriante, Marie-Agnès Sagnier, la fille des Lorbatindi. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Cyril. Comment va la fille du commissaire de police? Oh, ça va, je vais bien. Mon père était commissaire divisionnaire. Divisionnaire. Bon, mais il reste commissaire quand même, non? arrête de te vanter, toi. La fille du commissaire divisionnaire. Comment va-t-il, papa? Il va bien. Il a une très belle retraite. Oui, ça va. Ah ben ça, je suis content pour toi. Alors justement, Marie-Agnès, ce sujet nous préoccupe. Oui, c'est un sujet qui est un poison social que beaucoup de Camerounais consomment chaque jour sans s'en rendre compte. Alors Marie-Agnès, comment ce phénomène fonctionne-t-il? Le schéma est classique. Quelqu'un t'aide dans un moment difficile, il te prête de l'argent, il te trouve un travail, il t'héberge quand tu n'as nulle part où aller, il paye ta scolarité, tu es sincèrement reconnaissant, tu remercies, tu essayes de rendre quand tu peux. Mais pour cette personne, ta reconnaissance ne suffit jamais. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, elle continue de te rappeler ce qu'elle a fait pour toi, devant les gens. Sans toi, tu serais qui? C'est moi qui t'ai sorti de la misère. Tu manges aujourd'hui grâce à moi. Et chaque rappel est une humiliation publique. Chaque mention est un coup de bâton sur ta dignité.
Au Cameroun, certains grands frères, certains oncles, certains bienfaiteurs utilisent ce service rendu comme un droit de propriété permanent. Ils estiment que parce qu'ils t'ont aidé une fois, ils peuvent te commander à vie. Ils peuvent te demander n'importe quoi, n'importe quand, et si tu refuses, ils sortent l'artillerie good, ingrate, tu as oublié d'où je t'ai sorti, sans moi tu n'es rien. C'est un chantage émotionnel permanent. L'aide n'était pas un acte de générosité, c'était un prêt assorti d'intérêts illimités. Et tu rembourses chaque jour de ta vie par ta soumission, ta disponibilité, ton silence face à leurs abus. Mais pourquoi ces gens agissent-ils ainsi au lieu d'aider gratuitement les gens? Parce qu'au Cameroun, aider quelqu'un, c'est prendre du pouvoir sur lui. La générosité n'est pas toujours désintéressée. Beaucoup de gens aident non pas par bonté de cœur, mais pour créer une dette de gratitude qu'ils pourront exploiter plus tard. C'est un investissement social. Je t'aide maintenant et en retour, je m'attends à une loyauté totale et permanente. Et malheureusement, la culture camerounaise valide ce système. On dit il faut être reconnaissant. On dit n'oublie jamais celui qui t'a aidé. Et c'est vrai. La gratitude est une vertu. Mais la gratitude ne veut pas dire esclavage. Tu peux être reconnaissant toute ta vie envers quelqu'un sans pour autant accepter qu'il te rappelle son aide à chaque conversation, qu'il te commande comme un domestique ou qu'il te raconte tes moments de faiblesse devant tout le monde. La vraie générosité donne et oublie. La fausse générosité donne et comptabilise. Celui qui te rappelle constamment ce qu'il a fait pour toi ne t'a pas aidé par amour. Il t'a aidé par stratégie et cette stratégie s'appelle le contrôle. Le contrôle. Oui, le contrôle. Et au Cameroun, ce phénomène touche particulièrement les enfants devenus adultes dont les parents rappellent constamment les sacrifices. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai dépensé pour ton école, toutes les nuits que j'ai passé sans dormir pour toi. Ces phrases sont des chaînes émotionnelles. Elles transforment l'amour parental en facture permanente. Un parent qui élève son enfant ne fait pas une faveur. Il remplit sa mission. Personne ne demande à naître. L'enfant n'a pas signé un contrat de dette avec ses parents le jour de sa naissance. Et utiliser les sacrifices passés pour contrôler un enfant adulte n'est pas de l'éducation, c'est de la manipulation. Il y a aussi les amis d'enfance qui rappellent l'époque où tu n'avais rien. Au Cameroun, quand tu réussis, certains anciens amis prennent plaisir à rappeler publiquement tes modestes origines. Tu sais, je l'ai connu quand il portait encore les sandales trouées. Je l'ai connu quand il n'avait pas encore de quoi manger. Ces rappels-là, ce n'est pas de la nostalgie. Ce sont des humiliations calculées pour te diminuer devant les autres. Pour dire implicitement, il n'est pas vraiment ce qu'il prétend être. Et le pire, c'est la dette de solidarité communautaire. Ton village a cotisé pour tes études. Ton association a financé ton premier billet d'avion. Et maintenant, chaque fois que le village a besoin d'argent, on te dit « Rappelle-toi de ce qu'on a fait pour toi ». Et cette dette communautaire n'a pas de date de fin. Wow. Tu rembourses pendant 30 ans et on continue de te rappeler le service initial, comme si les intérêts ne s'arrêtaient jamais. Et il faut aussi dire que ce comportement pousse les gens à refuser de l'aide au Cameroun. Des personnes en difficulté préfèrent souffrir en silence plutôt que d'accepter l'aide de quelqu'un dont ils savent qu'il leur rappellera toute leur vie. Ils préfèrent la faim à l'humiliation, ils préfèrent l'échec à la dette morale. C'est terrible parce que la fierté mal placée peut tuer. Mais c'est compréhensible quand tu as vu d'autres personnes être humiliées pendant des années pour un service reçu. La société camerounaise doit apprendre à donner sans comptabiliser. Aider quelqu'un, ce n'est pas un placement financier, c'est un acte humain. Et les actes humains ne se remboursent pas en soumission. Ils se remboursent en gratitude silencieuse et en transmission. Tu aides quelqu'un qui un jour aidera quelqu'un d'autre. C'est la chaîne de la vraie solidarité, pas un tableau Excel de dette morale. Mais alors, Marie-Agnès Sarnier, Oui. pour ceux qui subissent ce chantage et pour ceux qui le pratiquent, quel message? À ceux qui subissent, je dis ta gratitude a des limites. Tu peux être reconnaissant sans être soumis. Tu peux honorer le service rendu sans accepter d'être humilié pour le reste de ta vie. Si quelqu'un utilise son aide passée pour te contrôler aujourd'hui, dis-le clairement. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, mais cela ne te donne pas le droit de me manquer de respect. Et à ceux qui pratiquent ce chantage, je dis ceci. Si tu as aidé quelqu'un pour qu'il te soit redevable à vie, tu n'as pas aidé, tu as acheté. Et un être humain ne s'achète pas. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, oui. Mais la main qui rappelle constamment ce qu'elle a donné n'est plus au-dessus. Elle est à côté de la main du maître chanteur. La vraie grandeur, c'est d'aider et de se taire. De donner et d'oublier. De soutenir quelqu'un dans la discrétion et de le voir réussir sans jamais dire « c'est grâce à moi ».
Ceux qui aident ainsi sont rares au Cameroun. Mais ce sont eux les véritables grands frères, les véritables bienfaiteurs, les véritables êtres humains. Merci beaucoup Marie-Agnès Sagnier. Chers auditeurs, auditrices, la prochaine fois que vous aidez quelqu'un, posez-vous cette question. Est-ce que j'aide pour lui ou pour moi? Et si c'est pour lui, aide et oublie. Si c'est pour toi, sois honnête avec toi-même et appelle cela un investissement, pas de la générosité. Et si vous êtes celui qu'on aide, remerciez sincèrement. Rendez quand vous pouvez, mais ne laissez personne transformer son acte de bonté en chaîne de servitude. La gratitude se porte dans le cœur, pas autour du cou. C'était Parlons Vrai sur Radio Balafon et à bientôt pour un nouveau sujet. Vous savez, on est souvent là, toujours là, à l'heure, parce qu'aujourd'hui, chaque minute compte. Bonjour Karel. Bonjour Cyril. Allez, avec nous ce matin, Karel Tago, et nous parlons aujourd'hui de quoi, Karel? Alors, aujourd'hui, on parle du temps. De cette chose qu'on vole aux autres en souriant. Tu es au mariage samedi. Oui, bien sûr, et j'ai bien fait la fête là-bas. J'y étais, mariage prévu à 11h, je suis arrivé à 10h45 comme un citoyen responsable. L'église était pleine, le pasteur était prêt, les musiciens avaient accordé tous les instruments. 11h, pas de mariée, je parle de la mariée. Le marié était là, mais la mariée, elle, non. Classique. Classique, bien sûr. 11h30, les gens s'agitent. Midi, un monsieur se lève et annonce « Moi, je vais manger. Le mariage, on verra après. » Il a prié avec son estomac. Le gars avait faim jusqu'à 13h30. La mariée, enfin, est arrivée. 2h30 de retard. Elle entre, tout sourit. Ah, c'est la beauté qui prend du temps. Et tout le monde rit comme si c'était charmant. Oui, c'est ce qu'elle avait dit aux gens. C'est la beauté qui prend du temps. C'est ma coiffeuse qui était un peu lente, voilà. Après tout, c'est la reine du jour. C'est la reine du jour. Et Allez. le photographe, par contre. Parti à 13h, il avait un autre mariage. Résultat, le plus beau jour de sa vie, on l'a fait avec les téléphones portables. Pas de photos professionnelles. C'est pas possible. Ah oui, ça c'est la vérité. Et le pasteur? Le pasteur, lui alors, il a murmuré dans le micro. La patience est un fruit de l'esprit. Et là, on a planté tout un verger. Oh, j'allais mourir de rire. Il dit, oh, mais ce type a le sens de l'humour. Il va au micro, il dit que la patience est un fruit de l'esprit. Mais là, on a planté tout un verger. Ah oui, justement, c'était très amusant. Sinon, l'heure camerounaise, on rit, mais ça coûte cher. Des photos perdues, des contrats ratés, des opportunités envolées. Tout ça parce que c'est pas grave, c'est le Cameroun. Et pendant qu'on en rit ici à la radio, il y a des gens qui se préparent pour une réunion à 8h qui commencera à 9h et ils le savent déjà. Oui, forcément. parce que quand on arrive en retard, on ne vole pas seulement du temps, on vole aussi de la considération. Être en retard, c'est dire à l'autre, mon temps vaut plus que le tien. Ta journée peut attendre, toi, tu peux attendre. Et c'est tellement ancré. Si tu organises une réunion à 8h, tout le monde sait que ça commence à 9h. Alors, on vient à 9h et ça commence à 10h. Et c'est un cercle vicieux, Karel Tago. Le système récompense le retard et punit la ponctualité. Celui qui arrive à l'heure attend seul pendant 1 heure. On le punit d'être discipliné. Est-ce que c'est normal? Mais Cyril, dis-moi, est-ce que c'est vraiment culturel? Parce que les mêmes personnes en retard au mariage sont à l'heure à l'aéroport. Excellent, parce que l'avion n'attend pas. Donc, on sait être ponctuel, on choisit simplement de ne pas l'être quand il n'y a pas de conséquences. Tu rates ton vol, tu perds ton argent. Le retard, c'est pas la culture, c'est la considération. On est en retard quand on estime que l'autre peut attendre. Et nos grands-parents, ils se levaient avec le soleil. Ils allaient au champ à l'heure. La ponctualité n'est pas une importation européenne. C'est un retour à nos vraies valeurs. Nos grands-parents étaient ponctuels. Et d'ailleurs, quand c'est pour récupérer de l'argent, tout le monde est à l'heure. Essaye. La tontine à 15h, tout le monde est là à 14h50. Chacun va acheter l'argent ou peut se faire le tirage au sort. C'est ça, l'heure camerounaise n'existe plus quand il s'agit de l'argent au bout. Donc c'est un choix, pas une fatalité. C'est un choix, je te l'avoue, c'est un choix. Bon, allez, Karen, maintenant, et si on faisait notre mea culpa? Parce que nous, on critique ici, mais chacun de nous a déjà fait ça, n'est-ce pas? Mea culpa. Allez, Cyril, tu commences. Moi, je commence. Ok. Bon, 6h40, et je commence parce que celui-là, ça me brûle, Karen. Papa Vess. Je prévois toujours 1 heure de retard pour les événements balafon. Je mets 10 heures sur le carton quand je veux commencer à 11 heures. Alors, au lieu de combattre le problème, j'ai mis à date. Je triche avec l'heure. Et en trichant, je renforce le problème. Les gens finissent par le savoir et arrivent encore plus en retard. C'est pas normal. Maintenant, je mets l'heure et je démarre à l'heure.
Carrément, parce que Comme la prochaine mue du riz. Ça commence toujours à l'heure. Carrément, parce que là, tu truques l'heure au lieu de changer la culture. Exactement. Et mon astuce crée plus de retard. Je suis complice du système que je critique à l'antenne en ce moment. Beaucoup de gens savent que ça commence à 10h et ils mettent sur les billes 8h ou 9h. Celui qui est ponctuel vient à 9h et ça commence en retard. Et c'est plutôt lui, c'est plutôt toi qui l'accuse. Alors qu'en fait, tu savais que ça démarrait à 10h. C'est la réalité. Et moi alors? Bon, allez, maintenant aussi, chacun va se confesser. Parce qu'on est tous complices, c'est vrai. Celui qui arrive en retard et celui qui accepte le retard comme une fatalité, les deux nourrissent le problème, Karel Tago. Et cette émission, elle a commencé à l'heure. Oui. La preuve que c'est possible quand on décide. C'est possible quand on décide, Karel Tago. Je suis d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure du baromètre citoyen. On parlera Alors, de... la ponctualité au Cameroun. Alors, qui Cyril. donne la note? La première note, c'est moi? Vas-y. 2 sur 10. Les Camerounais sont très en retard. Ils savent pas, ils connaissent pas la ponctualité. Je note 2 sur 10 la société camerounaise sur la ponctualité parce que on fait du retard une marque de fabrique au lieu d'en faire une honte. Et on vous dit, c'est moi le boss, c'est moi que tout le monde doit attendre. Non, le boss doit être un modèle, venir à l'heure. Moi, je dirais 2 aussi. Ah, pour une fois, toi et moi, nous sommes d'accord. Pour une fois. Pourquoi? Même ceux qui critiquent le retard arrivent en retard. Comme toi, n'est-ce pas? Ça fait donc Tu m'as eu. ça fait donc 2 sur 10. L'heure camerounaise, notre plus chère mauvaise habitude, c'est l'heure camerounaise. Et tout le monde sait déjà ça. Et ça paraît normal. L'heure camerounaise. C'est normal, c'est l'heure camerounaise. Allez maintenant, Karel, on va se lancer un défi et celui-là, il commence dans 1 heure à votre premier rendez-vous de la journée. Cette semaine, soyez à l'heure à tous vos rendez-vous. Pas presque à l'heure, je dis bien à l'heure. Et quand vous arrivez et que vous êtes seul, ne partez pas, restez. Soyez celui qui tient le standard. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous êtes si ponctuel, répondez parce que ton temps mérite mon respect. Parce que ton temps mérite mon respect. Oui. Une semaine, 7 jours, à l'heure, partout. Et regardez ce qui change dans vos vies. Parce que bientôt il est 7h et cette chronique, elle commence toujours à l'heure et se termine à temps. Et chaque matin, parce qu'on a décidé que votre temps méritait notre respect, être ponctuel, c'est dire à l'autre, ton temps est précieux. L'heure camerounaise, c'est une blague qui nous coûte extrêmement cher. Et ça Ça nous concerne aussi.